Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Le 28 février, c'est-à-dire 4 jours après le début des combats entre la Russie et l'Ukraine, la délégation ukrainienne est arrivée dans la zone de la frontière ukraino-bélarusse pour participer aux négociations avec les Russes. Pourquoi la guerre en Ukraine? Que représente l'Ukraine pour la Russie? Que veut vraiment Vladimir Poutine? On en parle tout de suite avec Jean Pégouret, politologue et spécialiste des relations entre la Russie et la Chine. Jean Pégouret, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Pourquoi la guerre en Ukraine? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais dire une chose, c'est que cette situation est une grande tragédie, que tout le monde considère comme une tragédie, aussi bien les Russes que les Ukrainiens, et qu'ils soient en Russie et qu'ils soient en France. Dimanche dernier, c'est-à-dire hier, c'était dans l'Église, dans le calendrier orthodoxe russe, c'était le dimanche du jugement dernier. Et lorsqu'on sait que Vladimir Poutine avait annoncé qu'il était prêt à utiliser l'arme nucléaire, ça pouvait paraître évidemment inquiétant. Ce jour-là, dans toutes les églises orthodoxes, y compris celle de Paris, à la cathédrale de la Sainte Trinité de Paris, au Quai Branly, qui dépend du patriarcat de Moscou. Et il y a eu une prière où tout le monde s'est mis à genoux pour demander la paix en Ukraine. Et une lettre du patriarche de Moscou a été lue devant les fidèles au moment de l'homélie pour dire qu'il y avait un appel à la paix. Autrement dit, c'est une tragédie qui est considérée comme telle, y compris chez les Russes. Donc c'était important de le rappeler. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question sur ce que veut Vladimir Poutine et si c'était opportun de faire ou si ça avait un sens et quel était le sens de cette intervention en ce moment, il faut revoir le contexte. Et le contexte, ça tourne autour de 2 points. Ce que représente l'Ukraine par rapport à la Russie et ce qu'est devenue l'Ukraine dans le monde actuel avec l'influence de puissances comme les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Voilà. Donc après, on peut voir comment s'est positionné Vladimir Poutine et après voir comment la situation peut évoluer. On va d'abord planter le décor. Voilà, on va d'abord planter le décor. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, il faut voir que c'était la capitale de l'Ukraine qui était Kiev, ce qu'on appelle la Russe de Kiev, c'est-à-dire Russe, c'est la Russie, c'est comme ça qu'on prononçait la Russie, la Russe de Kiev. Ça a été le premier État européen au XIe siècle. Et il s'est constitué autour de Kiev entre le IXe et le XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, elle a fait l'objet des invasions mongoles. Et donc la capitale s'est repliée sur Moscou. Et c'est ainsi que Moscou est devenue la capitale de la Russie. Mais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Avec un passage par Saint-Pétersbourg, et on pourra y revenir quand on parlera de Vladimir Poutine et de Pierre le Grand. Mais voilà, si on comprend ça, on comprend que le berceau de la Russie se trouvait sur le territoire de l'actuelle Ukraine. Alors, il faut voir pourquoi c'est important. Le berceau de l'orthodoxie, vous m'arrêtez si vous trouvez que je suis trop long ou que vous voulez poser une question. Allez-y. Le berceau de l'orthodoxie, donc qui est la religion majoritaire en Russie, mais aussi dans une bonne moitié de l'Ukraine, il découle de la conversion, du baptême de la princesse de Kiev, Olga, dans les années, alors je ne sais plus exactement, mais c'était dans les années 960, quelque chose comme ça. Donc elle a été sanctifiée dans l'Église orthodoxe. Elle est devenue Sainte Olga, qui est considérée comme la sainte fondatrice, comme les Sainte Geneviève pour les Français, qui était la patronne de Paris. Et son petit-fils, Saint Vladimir le Grand, dit égal aux apôtres, il a converti la totalité
de la Russie, c'est de la Russe, dont la capitale était Kiev, dans une ville qui s'appelle Kherson et qui se trouve actuellement au-dessus de la Crimée, donc en Ukraine. Donc il faut bien comprendre que Kherson, c'est l'équivalent de Reims pour les Français. C'est la ville dans laquelle Clovis, Reims est la ville dans laquelle Clovis avait avait adopté le christianisme en 506, et comme l'a fait après Saint Vladimir le Grand de Kiev à Kherson. Voilà. Bon, après il y a d'autres choses. Il faut voir les villes qui sont actuellement en Ukraine. Odessa, c'était la ville le port d'attache du cuirassé Potemkin. Le cuirassé Potemkin, tout le monde sait que c'est là que la révolution de 1917 a commencé par les premiers tirs du cuirassé Potemkin. Il faut penser au film d'Eisenstein. C'était pas en Ukraine, c'était encore en Russie. La Crimée, il faut penser à tous les noms de villes et de lieux qui sont à Paris, comme Crimée, le boulevard de Sébastopol, le pont de l'Alma, le fort Malakoff, qui font référence au fort de Malakoff. Le fort de Malakoff, c'est un fort qui a été pris par les Français en Crimée pendant la guerre de Crimée entre 1853 et 1855. Même chose, Sébastopol, donc le port de Sébastopol, tout le monde le connaît, mais enfin, surtout depuis la reprise de la Crimée, la réintégration de la Crimée dans la Fédération de Russie. Le pont de l'Alma, c'est une rivière qui est en Crimée aussi, qui a été le siège de combat entre les Français et les Russes en Crimée. Voilà. Donc tout ça, c'était de l'époque de l'Empire russe. Le nom même de l'Ukraine n'existait pas. Ça s'est passé en 1853. Donc toutes ces terres étaient des terres de l'Empire russe. La ville qui s'appelle actuellement Dnipro, après s'est appelée Dnipropetrovsk. Au départ, s'appelait Yekaterinoslav. Yekaterinoslav, ça veut dire la gloire de Catherine. Pourquoi? Parce que c'était la capitale de Catherine II lorsqu'elle a fondé la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire Novorossie. Lorsqu'elle a fondé la Novorossie, donc c'était la capitale de Catherine II. Bon, au-dessus, plus au nord, il y a Kiev. Et alors, les villes de Donetsk et Lugansk, et aussi Kharkov, ce sont des villes qui étaient complètement russes, ce sont des régions qui ont été annexées lors de la création de l'Ukraine en 1919 par les Allemands et les Austro-Hongrois à la fin de la Première Guerre mondiale, au traité de Brest-Litovsk, et qui ont été intégrées. Donc ces régions de l'Est de l'Ukraine, de l'actuelle Ukraine, ont été arrachées à l'Empire russe pour que l'Ukraine puisse fournir du blé à l'ouest, à partir de l'ouest, et du fer et du charbon à partir de l'est. Et donc là, c'était en pleine révolution russe. La Russie, l'Empire russe n'a pas pu se défendre, n'a pas pu empêcher cette annexion. Voilà. Donc ça, il faut voir que la Russie, lorsque en 1917, il y a eu la création de l'Union soviétique, la fin de la guerre civile, donc en 1920, ensuite, dans le cadre de l'URSS, le problème ne se posait pas, parce que tout le monde était soviétique, tout le monde parlait russe. L'ukrainien, c'était une espèce de dialecte qui était parlé par des gens qui étaient au nord-ouest, qui étaient proches des Polonais, qui n'avaient pas voulu être rattachés à la Pologne parce qu'ils ne s'entendaient pas avec les Polonais, mais malgré tout, ils étaient quand même d'essence polonaise. Mais bon, donc ça, c'est la ville de Lvov qui s'appelait avant Lemberg lorsque cette région faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Donc on se trouve à l'ouest et au sud avec des régions avec des gens qui sont des Hongrois, enfin, qui sont d'origine hongroise, la Galicie qui est crypto-polonaise ou pseudo-polonaise, et puis il y a aussi des Roumains, des Moldaves. Bon. Tout ça s'est harmonisé pendant la période soviétique, mais par contre, au moment de la dissolution de l'URSS,
les cartes ont été rebattues et il y a eu des interventions qui ont fait que, vous pourrez me poser la question, on pourra en parler, qui ont fait qu'on arrive à la situation de maintenant. Ben justement, est-ce que Poutine aurait pu éviter cette guerre? Est-ce qu'on n'aurait pas pu passer par la voie du dialogue? Oui, et finalement, c'est ce que Poutine n'a pas cessé de demander depuis le départ. Poutine n'a pas cessé de réclamer le dialogue. Il a eu beaucoup de patience depuis 2014. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la dissolution de l'Union soviétique en 1991, lorsque l'Ukraine est donc devenue indépendante de l'Union soviétique et séparée de la Fédération de Russie, donc ce qu'on appelle les Chicago Boys sont intervenus pour assister le gouvernement ukrainien à développer une économie. Donc c'était une économie très libérale. Donc on a arrêté le système de retraite tel qu'il était, la sécurité sociale, enfin, tout ce qui faisait qu'il y avait une protection sociale à l'époque de l'Union soviétique, donc qui a été remise en cause. Des usines ont été soit fermées ou soit carrément revendues. Alors, elles ont été revendues à des oligarques ou à des entreprises étrangères. C'est la même chose qui s'est passée en Russie, en Fédération de Russie, sous l'époque de Yeltsin, entre 1991 et 2000. Là, les oligarques ont préempté, ça s'est fait aussi un petit peu en Chine, lorsqu'il y a eu la restructuration des entreprises, en particulier dans le Dongpai, dans la région Donc, les cadres ont repris. On a donné, comme les entreprises étaient des entreprises publiques, elles appartenaient au peuple. Donc, on a donné des bons, des actions, des bons qui étaient en fait des bons de participation dans le capital de l'entreprise. Mais comme les gens ne savaient pas quoi en faire, ils n'avaient pas l'habitude en fait. Ils ont été rachetés, ils ont été repris une bouchée de pain par des gens qui avaient le sens des affaires et qui donc se sont appropriés des entreprises d'État. Et ça s'est passé aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Donc, moi j'ai vu une chose qui m'avait interpellé, mais qui m'avait vraiment fait mal au cœur. Lorsque j'étais dans une entreprise américaine, j'ai vu l'entreprise reprendre pour le prix du salaire annuel d'un chercheur français, c'est-à-dire l'équivalent de mon salaire, la totalité de l'Institut du verre de Saint-Pétersbourg. Donc, voilà, les entreprises américaines en particulier se sont jetées sur des centres de recherche où il y avait une avance vraiment technologique de la part de la Russie pour une bouchée de pain. Et elles l'ont fait aussi, ils ont fait la même chose aussi en Ukraine, il y a aussi pas mal d'industries. Donc, en Ukraine, en Russie, Poutine a mis le holà en 2000, lorsqu'il est devenu président, après avoir été Premier ministre. Donc, lorsqu'il a été élu comme président, il a convoqué tous les oligarques, il les a mis autour d'une table. Ça a été filmé, comme on aime bien le faire de temps en temps. Il a mis certains en prison aussi. Alors, il leur a dit, voilà, vous pouvez continuer à faire des affaires, mais vous payez des impôts et vous ne faites pas de politique. Voilà. Parce qu'en fait, ils avaient aussi posé deux conditions. Oui, deux conditions. Pas de politique, payer les impôts. Donc, ceux qui avaient, par exemple, racheté des médias et qui avaient fait des médias pour amener de la propagande dans leurs intérêts, ça ne collait pas. Et ceux qui n'ont pas voulu jouer le jeu, Boris Berezovsky a mal fini à Londres. Et Khodorkovsky aussi a eu des problèmes. Enfin bref, il y a eu un certain nombre d'oligarques qui ont fini soit en prison, soit avec un destin funeste. Exilés, oui. Voilà, soit exilés. Ça, en fait, la situation telle qu'elle a perduré en Ukraine, c'est la même que celle sous Yeltsin.
C'est-à-dire que l'Ukraine d'aujourd'hui, c'est la Russie si elle avait continué comme sous Yeltsin. Voilà. Ouais. Donc, bon, c'est un problème qui était un problème ukrainien, on peut se dire. Mais en 89, lorsque le mur de Berlin est tombé, que le pacte de Varsovie a été dissous, donc il avait été promis par les Américains à Gorbatchev qu'il n'étendrait pas l'OTAN vers l'Est. En fait, bon, on sait bien que ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Les pays baltes sont entrés. C'est peut-être l'origine du problème. Oui, c'est l'origine du problème. Ouais, c'est ça. C'est la première chose, la première origine du problème. La deuxième source, c'est que lorsque, en 2014, il y a eu un coup d'État qui a été financé avec 5 milliards de dollars de la NED, la Fondation nationale pour la démocratie, qui est le bras, disons, séculier de la CIA. Donc, en Ukraine, avec 5 millions de dollars, ils ont préparé le coup d'État de Maïdan. À quel moment a eu lieu ce coup d'État? Il a eu lieu précisément à un moment où le président Yanukovych était en négociation avec les Européens pour deux choses. Il était en négociation pour une entrée de l'Ukraine en Europe, mais en parallèle, il était en négociation avec Vladimir Poutine pour l'association de l'Ukraine dans l'Union économique eurasiatique. Alors, l'Union économique eurasiatique, jusqu'à présent, elle réunit, alors elle a pris deux petits pays de plus, mais c'est la Fédération de Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. Là, ça faisait seulement 170 millions d'habitants. C'est un marché qui ne fait pas le poids à côté des 500 millions d'habitants de l'Europe de l'Ouest. Et évidemment, à comparer avec la Chine, qui est juste à côté, bon, c'est un petit peu ridicule. Et évidemment, les 330 millions d'Américains aussi. Mais avec les 45 millions à l'époque d'habitants de l'Ukraine, ça commençait à faire une taille un peu plus importante. On arrivait, disons, à 2/3, enfin, on arrivait à pas loin de 220-230 millions d'habitants. Bon, ça commençait à faire quelque chose. L'Ukraine, c'est le pays c'est un pays enfin, la Russie, c'est 146 millions d'habitants. L'Ukraine, il faut retirer la Crimée parce qu'elle n'est plus, donc on doit être entre de 42 43, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais voilà. Donc c'est quand même un tiers de la Russie pour un territoire qui est à peine grand comme la France, alors que la Russie, c'est le double de la Chine, c'est-à-dire c'est 35 000. C'est quasiment le double. C'est le double de la Chine. C'est 14 millions de kilomètres carrés. 17 millions de kilomètres carrés. C'est... Oui, j'ai une autre réponse. 17 millions de kilomètres carrés. Donc, le coup d'État de Maïdan a eu lieu la veille du jour où le président Yanukovych allait signer l'accord d'association de l'Ukraine avec la Fédération de Russie. Bon. En parallèle, depuis 2013, l'Ukraine était en négociation avec la Chine pour construire un port en eau profonde en Crimée. Ce qui fait que la Chine aurait eu un accès qui est prolongé le Pirée en passant pour entrer dans la mer Noire et accéder à l'Europe centrale à partir de ce port en Crimée. Donc ça, c'est une situation qui n'arrangeait pas du tout les États-Unis parce que ça ouvrait une route de plus, un port de plus aux routes de la soie. Donc, lorsque la deuxième raison, c'est que lorsqu'en 2014 il y a eu ce coup d'État, bon, indépendamment du renversement qui était, bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment démocratique dans les conditions où ça s'est fait. On peut revenir dessus, mais bon, ça prendrait un peu de temps, mais voilà, on ne peut pas considérer que ce soit démocratique, même s'il y a eu des élections derrière, mais bon, il faut voir comment ça s'est fait. Le gouvernement de M. Poroshenko, le nouveau président d'Ukraine, a décidé que maintenant on ne parlerait plus russe, on parlerait uniquement ukrainien,
qu'on fermerait les écoles en ukrainien et pour ne faire que les écoles en russe, que tous les documents administratifs seraient en ukrainien et que, bref, toute la vie du pays serait en ukrainien, sauf les relations se sont tendues, pour les faire, c'est ça. Donc, ça a posé des problèmes, ça n'a pas posé de problème dans l'ouest de l'Ukraine, parce que là, les gens parlent déjà ukrainien. Mais par contre, bon, même à Kiev, les gens parlent. Il y a des gens qui ne parlent pas ukrainien, mais bon, ça, à la rigueur, ça ne posait pas trop de problème à Kiev. Mais il y a dans le sud et surtout dans l'est, ce qu'on appelle le Donbass, là, les gens ne parlent pas du tout ukrainien. Donc, ils se sont révoltés. C'est aussi, et il y avait une aussi zone pro-russe. Hein. Oui, mais ce sont ces zones-là, ce sont ces zones pro-russes qui. Enfin, quand on dit pro-russes, mais c'est pas qu'elles soient pro-russes, elles sont russes. Enfin, elles sont orthodoxes. L'Ouest est catholique, il ne faut pas oublier. La partie Ouest, ils sont catholiques. Mais toute la partie Sud et la partie Est, qu'on appelle donc, enfin l'Est, mais qui est plus que les simples deux républiques autoproclamées du Donbass, c'est-à-dire Donetsk et Lugansk. Là, ce sont des gens qui sont à la fois orthodoxes et qui sont d'origine russe. Alors, même si il y a eu beaucoup de mariages mixtes, parce qu'en fait, dans la période soviétique, bon, les familles se sont croisées. Il y a d'ailleurs des Ukrainiens un peu partout, même au Kazakhstan. Il y en a au Kazakhstan, il y a partout. Et il y a des Russes aussi partout. Il y en a aussi, il y en a dans toutes les républiques. Donc, évidemment, il y a eu un mixage, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, une créolisation dans l'Union soviétique. Mais l'Est était quand même, et toujours fondamentalement russe, avec de culture russe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la Crimée. Donc là, la Crimée, il y avait un problème de base, c'est que la Crimée n'avait rien à faire en Ukraine, qu'en plus c'était le port d'attache de la mer Noire, de la flotte de la mer Noire russe. Bon. En plus, les gens se sentaient vraiment russes. Donc là, Vladimir Poutine l'a repris tout de suite. Mais, alors, et ça, je tiens à le souligner, il a repris, il a mis les formes. C'est-à-dire que ça n'a pas été une annexion, comme on le présente en Occident. Ça s'est fait à la suite d'un référendum. Il y a eu un seul mort. C'est-à-dire même quand il y avait des militaires, il y a eu un officier ukrainien qui a été tué, mais c'était plus un accident que suite à un échange. Les gens se sont rendus assez rapidement. Donc les militaires ukrainiens se sont rendus assez rapidement. Donc ça n'a pas posé de problème. Contrairement à ce qui se passe actuellement. Contrairement à ce qui se passe actuellement. Ils ont résisté. Oui, hein. oui, mais enfin, bref, ça, on y reviendra. On y reviendra. Donc, préalablement, le président Poutine a demandé l'autorisation de faire cette intervention. Il l'a demandé au Parlement russe. C'est-à-dire que ça s'est passé de la façon suivante. Il y a eu un référendum qui a été organisé. Ce référendum s'est prononcé à 95 ou 90, enfin bref, disons, je vais être modeste, je vais dire 95%, à une majorité écrasante pour le rattachement à la Russie. Et à la suite de ça, Poutine a demandé au Parlement l'autorisation d'intégrer la Crimée dans la Fédération de Russie. Alors ça se fait au niveau du Conseil de la Fédération, parce que c'est le Conseil de la Fédération qui est l'équivalent du Sénat français, qui se prononce sur les questions de souveraineté au sein de la Fédération de Russie. En Russie, il faut bien être conscient que ce n'est pas comme la France, il y a un État et tout est dirigé quasiment de Moscou. Non, il y a 89, ce qu'on appelle sujets, un peu comme en Chine, il y a des républiques, il y a des provinces, il y a des provinces autonomes et il y a des villes à statut spécial. Et c'est-à-dire qu'il y a des statuts différents. Donc, c'est le Conseil de la Fédération qui se prononce. Alors, qu'est-ce qui a poussé justement Poutine, je reviens à la question de tout à l'heure, à intervenir, justement, à intervenir surtout Et pourquoi il l'a fait maintenant? Il l'a fait maintenant. Alors, la situation qui ne bougeait pas, c'est que lorsque les deux républiques de Donetsk et de Lugansk ont déclaré
leur indépendance de l'Ukraine, le gouvernement de Kiev a réagi en envoyant l'armée pour les reprendre. Donc ça s'est passé comme ça, et les gens ont commencé à être bombardés depuis 2014, et ça n'a pas arrêté. Alors il y a eu les accords de Minsk qui ont été signés avec l'Ukraine, a ratifié les accords de Minsk, mais a continué à bombarder. Dans les accords de Minsk, et ça on pourrait y revenir par rapport à la situation de maintenant, il était prévu une autonomie de ces deux républiques, mais au sein d'une fédération ukrainienne. C'est-à-dire, ils ne quittaient pas l'Ukraine, ils n'étaient pas rattachés à la Russie, mais ils étaient indépendants. Des régions autonomes. Voilà, c'était des régions autonomes, mais ça supposait une modification. Mais la souveraineté ukrainienne. appartient à l'Ukraine. C'est ça. C'est ça. Donc ça aurait été comme en Chine avec des régions autonomes, voilà, tout à fait. Tibet, exactement, le Xinjiang, voilà. c'est ça, le Ningxia. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'était une solution qui pouvait être sympathique. Bon, les régions autonomes les régions qui avaient des sécessionnistes ne les ont pas accepté parce qu'ils continuaient à être bombardés, parce qu'il y avait tout le temps des opérations pour les bombarder, et encore maintenant. Alors, donc là, Poutine a dit, bon, là les gens nous demandent d'être rattachés à la Fédération de Russie, parce qu'ils voulaient être rattachés à la Fédération de Russie, et Poutine ne voulait pas, il voulait pas, il refusait, jusqu'à présent il avait refusé. Mais il voyait que ça ne bougeait pas, que l'Ukraine n'appliquait pas les accords de Minsk. L'autre raison, c'est que c'est la question de l'OTAN. Bon, tout le monde a suivi l'actualité, et il y a eu des discussions qui n'en finissaient pas pour savoir. Poutine disait non, il n'est pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et là, c'est ce que l'Ukraine a cessé de demander, hein. Et ça a pourtant été refusé. Oui, ça a été refusé. C'est ça qui a irrité. Ça a été refusé. Ouais. Mais Biden avait dit qu'il ne voulait pas s'engager à ce que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Et ça, malgré les demandes de Poutine. Bon, à un moment donné, Poutine en a eu marre. Et il a demandé au Parlement, alors c'était à la Douma, s'il acceptait de reconnaître Alors, il a demandé à la Douma et il a demandé aussi au Conseil de sécurité s'ils acceptaient de reconnaître l'indépendance des deux républiques de Donetsk et de Lugansk. Si c'était le cas, comme ça autorisait l'intervention russe pour les protéger. Donc, le Parlement a voté l'Assemblée nationale, la Douma a voté à 351 députés, ont voté pour. Enfin, c'est-à-dire, en fait, c'est l'unanimité. Il y a même eu une séquence qui a été commentée avec ironie dans les médias français où on voit, lorsque Vladimir Poutine interroge Sergueï Naryshkin, qui est le patron du SVR, c'est-à-dire le service de renseignement extérieur. C'est le SVR, c'est pas le FSB, c'est le service de renseignement extérieur. Pour lui demander. Avant, il était chef de l'administration présidentielle. Maintenant, Sergueï Naryshkin, il est patron du SVR. Il lui a demandé s'il était d'accord, s'il donnait son accord pour Enfin, il lui a demandé son avis sur la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques. Et là, il a répondu. Bon, il a hésité et puis il a dit oui, je suis d'accord pour rattacher les deux républiques à la Fédération de Russie. Et là, Poutine l'a repris, lui a dit non, mais ce n'est pas la question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître leur indépendance? Et là, il a répondu oui. Mais ça veut dire que dans l'esprit de quelqu'un comme Sergueï Naryshkin, la question c'était déjà d'intégrer les deux républiques dans la Fédération de Russie. Bon. Alors maintenant, il y a une question, alors là c'est un avis tout à fait personnel, je pense que personne ne l'a encore, je n'ai encore vu personne le donner, donc ça c'est un scoop. Parce que les gens connaissent très peu en Occident la vie politique dans la Fédération de Russie. On sait que la Constitution a été modifiée pour permettre à Vladimir Poutine de se représenter. C'est une demande, non pas de Poutine,
Et je vais expliquer, non pas de Poutine, mais d'une des députées, qui est la cosmonaute Valentina Tereshkova, qui a posé un amendement lors de la création de la modification de la Constitution pour permettre à ce qu'on remette les compteurs à zéro du fait de la nouvelle Constitution. C'est parce que dans la Constitution, un président peut se présenter 3 fois. Donc Poutine avait déjà fait 3 mandats, donc il n'aurait pas pu se représenter aux prochaines élections. Or, les prochaines élections, donc là, cet amendement est passé et c'était inclus dans la Constitution qui a été adoptée par référendum. Lorsque ça s'est fait, les élections présidentielles, les prochaines élections présidentielles seront en 2024. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que Vladimir Poutine ne se représentera pas.